Lorsque Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine, il pensait avoir tout le temps pour réussir. Bien sûr, la Russie n'en aurait pas besoin. L'Ukraine tomberait en une semaine, pensait Poutine, mais ce ne fut pas le cas. La Russie s'en sortirait quand même. Avec une armée massive et plus d'équipements que l'Ukraine ne pourrait réunir, l'opération spéciale éclair allait devenir une guerre d'usure que la Russie pourrait gagner. Elle a perdu, et après presque 4 ans, le bourbier de Poutine a plongé la Russie dans une situation terrible. Poutine manque de temps s'il veut gagner en Ukraine, alors que la stratégie russe s'effondre autour de lui. Nigel Gould Davis l'affirme après un entretien récent avec Dominique Prezel, où ils ont discuté d'un article de Davis. Cet article suggère que le temps n'est plus du côté de Poutine en raison de 3 problèmes clés. Tous ces éléments se sont combinés pour forcer Poutine à accélérer la stratégie russe au point où son pays est désormais en danger. Davis, chercheur principal à l'Institut international d'études stratégiques et ex-ambassadeur britannique en Biélorussie, précise que la pression temporelle russe ne vient pas seulement de la stratégie de Poutine ou de la défense de l'Ukraine. D'autres acteurs ont dicté le cours de la guerre en Ukraine, et ces autres acteurs contribuent à placer la Russie dans la situation dans laquelle elle se trouve. Davis encourage les gens à remonter jusqu'en mars 2022. À ce moment-là, il était devenu assez clair que Poutine avait échoué dans sa tentative initiale de capturer l'Ukraine. L'invasion lancée fin février devait être terminée en mars. Business Insider a rapporté qu'en mars 2022, Poutine et ses conseillers pensaient que la Russie prendrait l'Ukraine en 2 jours. Quand cela ne s'est pas produit, la porte était ouverte aux acteurs extérieurs pour entrer dans le conflit. Il est devenu clair à partir de ce moment-là que la guerre serait décidée autant que toute autre chose. Cela dépend des forces de l'Ukraine et de la Russie, mais aussi de la volonté et de la capacité des autres États belligérants à participer à l'effort de guerre. Davis le dit à Prezel. L'Occident collectif est intervenu en premier. Depuis le 24 janvier 2022, États-Unis et Europe ont promis ou fourni 39 215 milliards d'euros, environ 450 milliards de dollars, à l'Ukraine. D'après le suivi du financement de l'Ukraine par l'Institut de Kiel. À noter, ces chiffres excluent le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et d'autres pays ayant aussi envoyé collectivement des milliards à l'Ukraine. Le soutien n'a pas manqué pour l'Ukraine, et ce soutien a joué un rôle énorme pour que le conflit dure aussi longtemps. Au départ, l'échec de la Russie à prendre l'Ukraine rapidement a soulevé la question de savoir combien de temps et dans quelle mesure l'Occident soutiendrait l'Ukraine. Davis le souligne. Nous avons cette réponse, puisque le soutien se poursuit. La guerre s'éternisant, la Russie a dû solliciter ses soutiens extérieurs. La Chine, la Corée du Nord et l'Iran ont tous soutenu la Russie. Les 2 derniers ont fourni des armes allant des obus d'artillerie aux drones. La Chine soutient plus discrètement, en vendant des composants à double usage et achetant beaucoup de pétrole russe. L'important n'est pas tant ce que ces nations offrent à la Russie, mais qu'elles dépendent d'acteurs extérieurs pour soutenir son effort de guerre. C'est cela qui a vraiment nui à la Russie pour sa stratégie à long terme. Davis explique après elle la dynamique de la guerre en fonction de la volonté et de la capacité des autres pays à participer à l'effort de guerre. Je pense que cela permet de mieux comprendre certains développements importants qui ont eu lieu au cours des derniers mois, dont presque tous sont préjudiciables aux perspectives à long terme de la Russie. 3 développements placent la Russie sur une trajectoire en Ukraine. Le premier étant peut-être le plus dévastateur. Poutine n'a pas su tirer parti de l'arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis. C'était une grande opportunité, dit Davis. Poutine a passé une grande partie de 2023 à attendre Trump. C'est évident après les événements de 2025, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Davis pense que Trump considérait la guerre en Ukraine surtout du côté russe. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, ce qui a provoqué une grande peur en Occident, les États-Unis allaient complètement abandonner l'Ukraine. Et pendant un moment, il semblait que les manipulations de Poutine allaient l'emporter. Début 2025, Trump a eu une réunion houleuse à la Maison-Blanche avec Zelensky, ce qui aurait fait sensation en Russie. Début mars, les États-Unis ont suspendu le partage de renseignements et l'aide militaire avec l'Ukraine. Les deux seraient repris rapidement. Quand Trump a accusé Zelensky et l'Ukraine d'avoir déclenché la guerre avec la Russie en avril, il était clair pour tous que Poutine avait Trump de son côté. Ce ne serait qu'une question de temps avant que les États-Unis ne se retirent complètement de l'Ukraine. Et sans l'un de ses plus grands soutiens, la chute de l'Ukraine aurait très bien pu se produire. Cependant, Poutine semblait tellement sûr d'avoir Trump de son côté qu'il a commencé à abuser de sa position alors que nous entrions dans la seconde moitié de 2025 et un an. Mais maintenant,
Nous sommes dans un moment où la théorie de la paix de Trump est passée d'une approche qui exigeait de faire pression sur l'Ukraine pour qu'elle fasse des compromis à une théorie de la paix, basée sur la contrainte et la pression sur la Russie, explique Davis à Praisel. C'est la dernière chose que Poutine voulait, et d'autres médias sont même allés jusqu'à affirmer que Trump a tourné le dos à Poutine. CNN faisait partie de cela en juillet dernier, notant que Trump avait commencé à réprimander Poutine publiquement. Probablement par frustration face au fait que Poutine ne faisait guère plus que de belles paroles concernant l'annonce d'un cessez-le-feu, ou la signature d'un traité de paix avec l'Ukraine. Poutine avait trop joué avec Trump, et le président américain devenait ouvertement hostile envers la Russie. Bien que les choses en chasse entre Poutine et Trump auraient pu s'arranger lorsque le président russe a visité l'Alaska pour un sommet, la relation entre les deux s'est à nouveau détériorée. Depuis, Poutine a multiplié les fausses promesses de paix, et a de nouveau rompu sa parole. En octobre, la British Broadcasting Corporation rapportait que Trump avait décidé que faire pression sur Poutine était le seul moyen de mettre fin à la guerre. Les nombreuses carottes agitées devant le visage du dirigeant russe n'avaient pas réussi à susciter de réaction. Trump optait pour la manière forte en menaçant la Russie de sanctions et en évoquant la fourniture de missiles Tomahawk à l'Ukraine. Poutine a échoué, affirme Davis, une diplomatie à la fois rigide et incompétente. Il a manqué une opportunité évidente et n'a pas tenté de donner à Trump une raison de poursuivre un engagement constructif avec la Russie, dit Davis. Tout cela conduit Trump à être frustré par Poutine, et cette frustration renforce quelque chose que Poutine pensait pouvoir lui retirer. L'appui américain à l'Ukraine, première phase de la stratégie de Poutine pour prolonger la guerre, a échoué. Les États-Unis ne se retirent pas, et la pression que Trump aurait pu exercer autrefois sur Zelensky repose désormais entièrement sur les épaules de Poutine. La Russie a mal géré l'acteur extérieur clé dans la guerre en Ukraine. Cela conduit au deuxième point, selon Davis. Cela accentue la pression sur Poutine pour gagner en Ukraine, ce qu'il n'a pas réussi depuis février 2022. Cette question est presque aussi importante que la mauvaise gestion de Poutine avec Trump. Et cela aura secoué la Russie comme un coup de fusil. Les membres de l'OTAN se sont engagés à augmenter massivement leurs dépenses de défense, une augmentation jusqu'à 5% de leur produit intérieur brut, ou produit intérieur brut. Précisément, l'OTAN recommandait déjà avant l'invasion russe de l'Ukraine de consacrer 2% aux dépenses de défense. La majorité des membres de l'organisation dépensaient moins. Selon le Conseil de l'Atlantique, seuls 6 membres de l'OTAN atteignaient ou dépassaient l'objectif de 2% en 2021 contre 23 à la mi-2024. Ces membres de l'OTAN viseront 5% du produit intérieur brut pour la défense, ce qui satisfait Donald Trump. Il reprochait aux autres membres de l'OTAN de trop dépendre des États-Unis et de ne pas payer leur part. Lors de son premier mandat, Vladimir Poutine aurait perçu ces plaintes comme un moyen d'éloigner Donald Trump et les États-Unis de leurs alliés de l'OTAN. Au lieu de cela, l'OTAN a fini par être essentiellement d'accord avec Donald Trump, tout en reconnaissant la menace croissante que représente la Russie. Les membres du groupe dépenseront plus que jamais, ce qui est très mauvais pour Vladimir Poutine. Ce n'est pas seulement que les membres européens de l'OTAN augmenteront leurs dépenses de défense, ils ont aussi bien plus de ressources que la Russie n'en aura jamais. Collectivement, les membres européens de l'OTAN disposent de beaucoup plus d'argent à dépenser que Vladimir Poutine ne peut en rassembler, même lors des meilleures années de la Russie. Le produit intérieur brut de l'Europe est 10 fois supérieur à celui de la Russie. Si l'Europe allouait seulement 0,2% de son produit intérieur brut à l'Ukraine, cela comblerait l'écart financier avec la Russie. Selon l'Institut Tony Blair pour le changement global, Davis explique ce que cela signifie pour Poutine. Même une petite augmentation du produit intérieur brut consacré à la défense entraînerait une supériorité écrasante en capacité matérielle de défense, affirme Davis. Même si les membres européens de l'OTAN atteignaient 3% ou 3,5%, la Russie ne pourrait absolument pas rivaliser. Ce que nous voyons ici n'est pas nécessairement un problème qui a un impact énorme sur la Russie à l'intérieur de l'Ukraine. La stratégie ratée de Poutine en Ukraine a eu des conséquences plus importantes que prévues. L'Europe a pris conscience de la menace russe, et elle s'est rendue compte qu'avoir tellement plus d'argent que la Russie la place dans une position de force. Davis affirme qu'une vague croissante de capacités de défense pour la sécurité européenne vise la Russie. La Russie ne peut opposer aux membres de l'OTAN en Europe que sa supériorité nucléaire. L'écart nucléaire pourrait encore poser problème, et cet écart est immense. La France et le Royaume-Uni sont les seuls membres européens de l'OTAN à posséder des ogives nucléaires. L'Association pour le contrôle des armements affirme qu'ils en détiennent 515 ensemble. La Russie en a plus de 10 fois plus, et pourrait exploiter cet écart nucléaire pour faire pression. C'est alors que les États-Unis réapparaissent.
Et elle rivalise presque avec la Russie en capacité nucléaire. 5225 ogives contre 5580. Toute tentative de la Russie d'utiliser son pouvoir nucléaire contre les membres européens de l'OTAN sera accueillie par un rappel ferme des États-Unis qu'ils possèdent eux aussi des armes nucléaires. La stratégie de Poutine a finalement renforcé l'Europe. Ajouter l'échec du dirigeant russe à influencer Trump, et deux questions clés émergent. Cela pousse Poutine à chercher une solution à la guerre en Ukraine par tous les moyens, sauf la paix que tous lui demandent. Nous abordons ainsi le troisième point de Davis, les tensions internes croissantes en Russie, qui accentuent peut-il la pression sur Poutine. Le Kremlin aimerait faire croire que tout le peuple russe soutient leur président. Bien que des centaines de milliers de soldats meurent en Ukraine, le russe moyen est en difficulté. Les répercussions économiques de l'invasion de l'Ukraine commencent à se faire sentir dans toute la Russie. C'est aussi sérieux pour Poutine que les difficultés actuelles de la Russie avec les États-Unis et l'Europe. Observez en Russie les tensions accrues que la guerre et les sanctions sévères imposent à l'économie. Note Davis. Je dirais que nous entrons maintenant dans une période où l'avenir sera clairement pire que le présent ou le passé. À l'heure actuelle, l'économie de la Russie évolue, et il y a des tensions, des pressions et des distorsions croissantes, et cela produit des signes silencieux d'inquiétude parmi certaines parties des élites russes. C'est un groupe que Poutine ne veut pas mettre en colère. Les élites russes pourraient être la clé pour retourner le reste de la population contre lui, surtout si elles s'unissent, parce qu'elles perdent de l'argent à cause de la guerre de Poutine. La situation économique de la Russie semble certainement sombre. Selon Deutsche Welle en septembre, la Russie connaît une croissance stagnante, une forte baisse de ses revenus énergétiques et un déficit budgétaire. Les sanctions occidentales et la stratégie ukrainienne de frapper les raffineries russes n'améliorent aucun de ces problèmes. La Russie a relevé sa taxe sur la valeur ajoutée à 22% contre 20%, montrant la volonté de Poutine de faire porter à son peuple le coût de la guerre qu'il a lancée. La Russie affiche un déficit budgétaire d'environ 50 milliards de dollars selon Deutsche Welle, avec des effets déjà perceptibles. Les services publics, de l'éducation à la santé, subissent des coupes budgétaires pour permettre à la guerre de continuer. Rien de tout cela ne signifie que le peuple russe est sur le point de se révolter ouvertement. David et Preisel le soulignent tous les deux, ce dernier jouant l'avocat du diable face à l'argument de David. La Russie a aussi un faible ratio dette pour la produit intérieur brut, ce qui avantage Poutine. Cependant, la situation financière de la Russie était bien meilleure avant l'invasion de l'Ukraine qu'aujourd'hui. Et plus la guerre dure, plus Poutine dépense d'argent, tout cela au détriment de la population russe. Voyez ce troisième problème comme une échéance progressive. Si la Russie manque d'argent ou si Poutine prive l'élite ou le peuple au point de révolte, alors la Russie est perdue. La stratégie d'usure de Poutine aurait réussi, mais elle l'aurait seulement éliminé lui, pas l'Ukraine. Le président russe est bien conscient des erreurs et échecs ayant mené à ces trois problèmes. Et sa réponse à tout ce qui affecte désormais la Russie est très révélatrice. Comme le souligne Davis, la Russie est plus agressive ces derniers mois, car elle sait qu'elle agit avec une échéance imprévue. On l'observe avec les récentes incursions de drones russes en Europe. Depuis septembre, la Russie mène une campagne continue d'envoi de drones et autres moyens aériens sur les membres européens de l'OTAN. Des fragments de drones russes ont récemment été retrouvés au cœur de la Roumanie, selon The Independent du 11 novembre. La Pologne a été la principale victime de la guerre hybride russe, affrontant l'incursion d'environ 20 drones russes début septembre. La Pologne et la Roumanie érigent de nouvelles défenses contre ces incursions, selon le média. Ces tactiques de drones sont une tentative de Vladimir Poutine de projeter sa puissance. Il veut intimider les membres européens de l'OTAN, en leur montrant que les drones russes peuvent les atteindre, peu importe la distance à laquelle ils se trouvent. Cette escalade semble plutôt témoigner du désespoir russe. En plus de cette escalade, la Russie frappe durement les infrastructures énergétiques ukrainiennes, alors que l'hiver débute. Ces attaques, bien que pas nouvelles selon Davis, sont désormais assez puissantes pour vraiment mettre la pression sur l'Ukraine. Le 21 octobre, le Kiev indépendant a signalé l'intensification des frappes sur le secteur énergétique, alors que l'Ukraine voyait ses chances de recevoir des missiles Tomahawk américains diminuer. Poutine pensait peut-être que l'Ukraine ne riposterait pas, envoyant alors des vagues de drones et missiles contre l'énergie ukrainienne. Le 9 novembre, le Guardian a indiqué que ces attaques sur les infrastructures énergétiques ont réduit à zéro la capacité de production de l'Ukraine. De nombreux citoyens subissent maintenant des coupures de courant pouvant durer 16 heures. Poutine obtient ce qu'il veut avec ces frappes, expliquant aussi pourquoi il les a tant intensifiées. Tout repose sur la pression temporelle de sa propre stratégie. Poutine veut désespérément prouver à l'Occident l'effondrement de l'Ukraine.
Cette démonstration de force donne à Poutine un levier pour négocier la paix intransigeante qu'il souhaite. Cependant, comme nous l'avons déjà établi, Trump a tourné le dos à Poutine, et l'Europe se renforce ainsi que l'Ukraine grâce à des dépenses plus élevées. La tentative désespérée de Poutine contre l'infrastructure énergétique ukrainienne est un ultime effort pour affirmer la domination russe. Si cette tentative échoue, la Russie pourrait perdre la guerre et ne plus résister à la pression occidentale. Les menaces nucléaires réapparaissent en Russie, ce qui n'est pas un hasard. Le 5 novembre, le Kiev Independent a relayé des déclarations du ministre de la Défense, Andrei Belyousov, en réponse à la nouvelle selon laquelle les États-Unis travaillent à la modernisation de leur arsenal nucléaire. Belyousov a déclaré « Les États-Unis procèdent à la modernisation accélérée de leurs armes offensives stratégiques. Je recommande de commencer les préparatifs tout de suite. » La Russie évoque souvent les armes nucléaires quand elle se sent en position de faiblesse. L'accélération de la stratégie du pays, entre guerre hybride contre l'Europe et frappes accrues sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, ne montre pas la force de Poutine, accéléré et révélateur du désespoir de Poutine. Le dirigeant russe, focalisé sur l'Ukraine, a isolé son pays dans une impasse. La Russie doit gagner en Ukraine, et elle doit le faire rapidement. Poutine manque de temps, et il y a peut-être peu de choses qu'il puisse faire à ce sujet. Davis note que la fenêtre d'opportunité pour la Russie se referme si rien ne change. La Russie doit donc accélérer la mise en œuvre de ses théories de la victoire, ce qui consiste à épuiser l'Ukraine matériellement et militairement, et à surpasser, diviser et intimider l'Occident sur le plan politique. Si la fenêtre se referme, Poutine est fini. Et qui sait, il pourrait finir victime d'une chute par cette fenêtre s'il n'atteint pas ses objectifs à temps. Les missiles hypersoniques russes représentent une nouvelle menace pour l'Ukraine et le monde entier. Ces missiles sont rapides et frappent fort, capables d'atteindre des vitesses supérieures à Mach 5. Les missiles hypersoniques russes seraient presque impossibles à intercepter, même par les systèmes de défense aérienne les plus avancés. Et puis l'Ukraine est arrivée. Elle a mis au point une méthode pour dévier complètement les missiles hypersoniques Kinzhal de la Russie, et elle y parvient sans tirer un seul coup de feu. Le pays a déjoué le missile le plus avancé de la Russie grâce à un nouvel équipement ingénieux. Vous ne croirez pas comment ce nouveau système de défense fonctionne. L'Ukraine a réussi à maîtriser les missiles Kinzhal russes. Ce n'était pas censé se passer ainsi pour Vladimir Poutine. La Russie pensait que la menace Kinzhal était un missile presque invulnérable lors de sa présentation. Cela obligerait le reste du monde à se lever et à prendre note. Comme le rapporte Interesting Engineering, le missile hypersonique russe peut atteindre des vitesses de Mach 57, tout en transportant une ogive dévastatrice de 1000 livres. Il a aussi une bonne portée. Un Kinzhal peut parcourir 300 miles, assez pour être lancé depuis des MiG-31 modifiés russes, presque partout en Ukraine. Il peut atteindre Kiev en tirant ce missile depuis les régions frontalières ou occupées. Le Kinzhal est mortel, et l'Ukraine a déjà subi sa puissance à plusieurs reprises. RBC Ukraine a rapporté la dernière frappe le 8 novembre. Il précise que la Russie a lancé une attaque massive, mêlant missiles Kinzhal, missiles balistiques et plus de 450 drones d'attaque. Le président ukrainien a évoqué les conséquences de la frappe. À ce jour, 11 blessés dont des enfants et un décès. Condoléances aux familles. Des dizaines de personnes ont été secourues, et les opérations se poursuivaient, la Russie ayant utilisé 7 missiles Kinzhal. Ceci n'est que la plus récente attaque de Kinzhal. Il y en a eu beaucoup d'autres. La vitesse pure est le plus grand avantage du Kinzhal. Même les Patriots ukrainiens, parmi les meilleurs systèmes de défense aérienne et efficaces contre la plupart des missiles russes, restent presque impuissants face aux missiles hypersoniques russes. De nombreux médias en ont parlé, et Forces News a même affirmé que les nouveaux missiles ultra-rapides russes résistent aux Patriotes. Il note que la Russie lance moins de missiles sur l'Ukraine, mais que davantage atteignent leurs cibles. On le constate dans le taux d'interception des missiles par l'Ukraine entre août et septembre, qui est tombé à seulement 6% contre 37% auparavant. La Russie a modernisé ses missiles Kinzhal qui combinent désormais grande vitesse et capacité à dévier de trajectoires prévisibles. Les missiles zigzaguent vers l'Ukraine, et les systèmes patriotes peinent à les intercepter. Les missiles hypersoniques posent tant de difficultés à l'Ukraine que le porte-parole de la force aérienne, Yuri Inat, a dû réagir le 5 novembre en parlant des missiles Iskander M russes, qui ont des vitesses, des capacités similaires à celles du Kinzhal,
Yuri Inat a déclaré que la Russie avait commencé à utiliser ses missiles hypersoniques plus fréquemment, ce qui rend également leur interception plus difficile. Le ratio missile balistique, missile de croisière a augmenté par rapport aux années précédentes. De plus, lors d'une attaque, une seule batterie patriote regarde dans une certaine direction. Elle ne peut pas voir, ni atteindre les cibles russes, sur un rayon de 360 degrés. INAT l'a confirmé. La défense aérienne ukrainienne est clairement vulnérable face à la menace hypersonique. À l'approche de la fin de l'année 2025, la Russie exploite cette faiblesse plus que jamais auparavant. Poutine compte sur le succès grandissant des missiles Kinzhal et Iskander-M pour adresser un message au monde. La plupart des pays accusent un retard sur la Russie dans le développement hypersonique. Selon la British Broadcasting Corporation, les États-Unis tenteront de rattraper la Russie et la Chine sur les missiles hypersoniques. D'autres grandes puissances militaires, comme le Royaume-Uni, ne possèdent rien d'équivalent au Kinzhal en vitesse. La British Broadcasting Corporation a également soulevé un point intéressant dans son article, en déclarant « Pour qu'un missile soit véritablement considéré comme hypersonique sur le plan militaire, il doit être capable de manœuvrer en vol. L'armée qui a tiré doit utiliser un missile capable de changer brusquement de trajectoire, même à très grande vitesse. La Russie a réussi à rendre ses missiles hypersoniques encore plus mortels grâce à des améliorations. Le Patriot ne peut pas vaincre le Kinzhal de façon fiable. Pour Poutine, cela lui permet d'afficher sa supériorité, sachant que l'Ukraine est presque sans défense face aux missiles russes sur ses villes. Comme souvent pendant la guerre qu'il a lancée, Poutine a sous-estimé son adversaire. Là où les grandes nations militaires n'ont pas pu contrer les missiles hypersoniques russes, l'Ukraine a développé une solution efficace et capable de dévier totalement les Kinzhal russes. Cette contre-mesure porte même un nom, Lima. Nous détaillerons ce système et son impact sur l'Ukraine plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, il suffit de savoir que Lima est un système de guerre électronique utilisé par l'unité Nightwatch en Ukraine. Ce dispositif de guerre électronique peut perturber les signaux des missiles hypersoniques Kinzhal russes, causant leur déviation et celle de leurs ogives de 1000 livres. Et vous n'allez pas croire ce que l'Ukraine utilise pour perturber ses signaux de navigation. Le pays a compris en remontant le temps que la musique résout le problème du Kinzhal. L'Ukraine utilise de la musique de la Seconde Guerre mondiale pour neutraliser les missiles Kinzhal russes. C'est une moquerie de la vénération de la Russie pour son rôle dans ce conflit. La Russie, fière de ses exploits lors de la Seconde Guerre mondiale, organise chaque année un défilé du jour de la victoire pour exhiber son arsenal militaire. La direction russe se félicite, car la Seconde Guerre mondiale revêt une grande importance pour la Russie. L'Ukraine insère désormais de la musique de ce conflit dans les missiles Kinzhal russes. Interesting engineering à les détails. On dit que l'unité Nightwatch d'Ukraine brouille et détourne les missiles Kinzhal avec une chanson spécifique. Notre père et Bandera rend hommage à Stepan Bandera, chef nationaliste ukrainien actif pendant la Seconde Guerre mondiale, devenu un héros populaire. Pour les Ukrainiens qui souhaitent préserver leur indépendance, Bandera était une figure problématique. Il a créé l'armée nationale ukrainienne et le comité national ukrainien en mars 1945 grâce à des négociations avec l'Allemagne nazie. Bandera était un nationaliste d'extrême droite, parfois qualifié de fasciste. Certains Ukrainiens le voient bien comme un héros, ou un martyr. Ils sont donc prêts à ignorer les alliances qu'il a formées pendant la Seconde Guerre mondiale pour soutenir sa cause. Une Ukraine libre de la répression soviétique. C'est sans doute l'interprétation de Bandera qui guide la musique diffusée par les opérateurs ukrainiens de Lima dans les systèmes de navigation des missiles Kinzhal russes. La garde de nuit veut dire à Poutine que, malgré les missiles russes, l'Ukraine luttera toujours pour sa souveraineté et son indépendance. Mais cette fois, elle s'allie à des pays soutenant démocratie et liberté. Hormis les choix de chansons controversés, la musique neutralise bien les missiles Kinzhal. D'après Interesting Engineering, l'unité Nightwatch a déjà brouillé ou détourné environ 12 Kinzhals depuis fin octobre. Elle remplace les signaux satellites du missile par une chanson qui rendra fou Poutine et ses alliés. Le Lima fonctionne en noyant les signaux, sur lesquels un missile s'appuie pour sa navigation avec du bruit et des données sans rapport. Les passionnés de l'armée reconnaîtront cette technique appelée spoofing, l'un des outils de guerre électronique les plus efficaces. À une époque où les missiles, les drones et pratiquement toute arme nécessitant un certain niveau de précision dépendent des signaux Global Positioning System ou du GLONASS russe pour atteindre leur cible. Le spoofing
utilise des interférences radio pour submerger les signaux faibles des systèmes mondial de navigation par satellite. Les signaux système mondial de navigation par satellite peuvent être faibles pour diverses raisons. De par leur nature même, ces signaux sont déjà assez faibles, fait remarquer l'International Federation of Air Traffic Controllers Associations. C'est surtout vrai quand ils atteignent le récepteur, l'appareil que la Russie utilise dans ses missiles hypersoniques pour capter ces signaux de navigation. Les signaux système mondial de navigation par satellite peuvent aussi être affaiblis par des obstacles au sol ou dans l'atmosphère, ainsi que des équipements de test mal utilisés et des récepteurs système mondial de navigation par satellite mal implémentés qui sont censés renforcer les signaux. Nous ignorons les faiblesses des missiles Kinzhal russes, mais l'IMA semble pouvoir en profiter. Ce système de guerre électronique fait perdre les signaux initiaux. Ces signaux sont remplacés par de faux, comme une chanson ukrainienne de la Seconde Guerre mondiale, perturbant le récepteur système mondial de navigation par satellite du missile Kinzhal. Le missile croit alors qu'il se trouve à un endroit où il n'est en réalité pas. Septentrio indique qu'une radio logicielle bon marché peut tromper un smartphone sur sa localisation, comme le mont Everest. Ce qui montre à quel point les signaux système mondial de navigation par satellite peuvent être sensibles aux interférences. Le système Lima de l'Ukraine est bien plus puissant que ces radios. Les effets sont évidents dans la douzaine de missiles Kinzhal qui ont manqué leur cible. Ainsi, il est si facile de comprendre ce qui arrive aux missiles Kinzhal russes d'ici. Envahis par Song, ces missiles perdent complètement leur orientation. Cela pourrait entraîner toutes sortes de résultats, allant des missiles qui déviennent de leur trajectoire et s'éloignent de leur cible jusqu'au missile, allant même jusqu'à croire qu'il a atteint sa cible. L'important c'est que le Kinzhal soit neutralisé. Sa vitesse et sa capacité à changer de direction, qui sont toutes deux des caractéristiques rendant ce missile hypersonique difficile à intercepter pour les Patriots, deviennent alors sans importance. Peu importe la vitesse d'un missile s'il va dans la mauvaise direction. Interesting Engineering souligne qu'un incident prouve l'efficacité du système de guerre électronique du Lima. Si Lima perturbe la connexion, le missile passe à la navigation inertielle qui accumule vite des erreurs, selon le média. Les missiles peuvent ainsi rater leur cible de plusieurs centaines de mètres. Des images récentes ont montré un Kinzhal dévié et frappé près de Stary Kostiantoniyev, dans l'ouest de l'Ukraine. C'est un point intéressant. Si Lima est efficace contre les missiles hypersoniques russes, ce n'est pas une solution parfaite. Les Kinzhals russes finissent généralement toujours par toucher le sol ukrainien et exploser, ce qui n'est pas moins dévastateur en termes de puissance explosive brute que si ces missiles atteignaient leur cible prévue. C'est justement ça le problème. Ces missiles n'atteignent pas leur cible. Et ces cibles sont souvent les villes et infrastructures énergétiques ukrainiennes. Il vaut bien mieux convaincre un Kinzhal d'exploser dans un champ quelque part que de le laisser toucher des infrastructures bien plus précieuses. L'Ukraine protège ce qu'elle doit protéger. La Russie finit par perdre un missile qui lui coûte environ 10 millions de dollars l'unité. Bien que imparfait, Lima marque un grand progrès dans les capacités de guerre électronique de l'Ukraine. Selon Nico Langer, ex-responsable de la défense allemande cité par Interesting Engineering, les ingénieurs ukrainiens de guerre électronique ont conçu un système de brouillage, bombe russe avec OUMPK. Un OUMPK désigne aussi les bombes planantes russes, bien moins rapides que le Kinzhal. Les missiles, dotés d'une force explosive similaire, ont été massivement utilisés contre l'Ukraine. Le 11 novembre, David Axe a déclaré que les chasseurs russes lançaient 5000 bombes planantes mensuellement sur l'Ukraine. Un tel volume est suffisant pour user même les chasseurs de l'ère soviétique, qui approchent déjà de la fin de leur durée de vie. Comme le Kinzhal, les bombes planantes utilisent la navigation satellitaire pour viser, et sont donc aussi vulnérables au brouillage ukrainien, que les missiles hypersoniques russes. Il est probable que le Lima aura un effet similaire sur toutes les armes russes, utilisant des signaux système mondial de navigation par satellite pour la navigation. Le Lima n'est donc pas seulement un tueur de Kinzhal, il peut aussi cibler drones et missiles hypersoniques. Dans son profil du Lama d'avril 2025 Défense, Redefined a révélé que le système de guerre électronique est aussi plus polyvalent qu'intéressant. L'accent de l'ingénierie sur le brouillage le suggère. Le Lima peut aussi neutraliser totalement les signaux. Il peut interférer de façon cybernétique non définie. Cela suggère que le Lima pourrait contrer les équipements de guerre électronique russes. La même source note aussi que la portée d'une arme, souvent avantageuse, devient un problème majeur. Lorsque l'Ukraine utilise le Lima, plus une bombe est lancée loin du système, plus la distorsion s'accumule, causant d'importantes erreurs de ciblage, selon Defense Redefined. Il réaffirme ensuite l'efficacité du Lima contre les bombes planantes russes. Dans certains cas,
Il a été rapporté que les bombes planantes n'atteignaient pas du tout leur cible prévue, explosant sans danger dans des champs ouverts ou restant non explosés. Plus tôt, nous vous avons dit que le Kinzhal a une portée de 300 miles. Cette portée permet aux chasseurs russes de lancer l'arme hors de portée des défenses aériennes ukrainiennes capables de les abattre. Ironiquement, la portée protégeant les avions russes est précisément celle-ci. Le Kinzhal devient plus vulnérable à Lyme si le système de guerre électronique est activé assez tôt durant son vol. Militani a aussi étudié le Lima dans son article d'avril. Il a montré ce qui arrive à un missile privé du signal système mondial de navigation par satellite, obligé d'utiliser la navigation inertielle. C'est ce que le Lima fait au Kinzhal. Le média cite l'exemple des kits Joint Direct Attack munitions américains, précisant une erreur circulaire probable de 1 à 5 mètres, 32 à 164 pieds. C'est extrêmement précis. Mais sans connexion système mondial de navigation par satellite, la marge d'erreur grimpe à 13 mètres, environ 425 pieds, après 38 secondes. En cas de perte de signal durant 100 secondes, l'erreur circulaire probable du joint direct attaque munitions atteint 30 mètres, environ 98 pieds. Appliquez ces résultats au Kinzhal, et vous comprenez pourquoi la Russie a autant de problèmes avec le Lima. Le fait que l'Ukraine utilise des chansons de l'époque de la Seconde Guerre mondiale pour brouiller le signal du missile est une gifle pour Poutine. Mais le dirigeant russe s'inquiétera surtout de la perte prolongée du système mondial de navigation par satellite et de ses conséquences pour les attaques de missiles russes, quand des armes à 10 millions de dollars sont envoyées si loin de leur cible. En quelques minutes après son exposition à Lima, Poutine sera aussi préoccupé par ce que représente cette ville. Près de 4 ans après le début de sa guerre avec la Russie, l'ingéniosité ukrainienne surmonte la force russe. Interesting Engineering insiste sur ce point dans ses conclusions sur Lima. Le succès rapporté du Lima met en évidence la façon dont l'Ukraine s'adapte à la campagne de frappe, à longue portée de la Russie. L'innovation de l'Ukraine, favorisant des tactiques de guerre asymétriques offensives et défensives, explique en grande partie sa capacité à résister aussi longtemps à la supériorité numérique de la Russie. D'après le Conseil de l'Atlantique, l'industrie de défense innovante de l'Ukraine est devenue l'atout maître du pays face à la Russie. Le média cite des exemples et souligne que les ambitions de l'Ukraine de produire 45 millions de drones en 2025 sont rendues possibles par des ingénieurs de garage et de nombreuses startups mobilisées pour fabriquer des drones d'attaque et de surveillance avancés. L'innovation de l'Ukraine lui a permis de détruire une partie suffisante de la flotte russe de la mer Noire pour que celle-ci ne soit plus un facteur dans la guerre, alors que tout le monde pensait qu'elle offrirait à la Russie un avantage considérable. L'Ukraine construit des drones navals pour compléter ses drones aériens, ainsi qu'une série de missiles qui lui permettent de frapper plus loin et plus fort en territoire russe. Des systèmes comme Lima représentent ce même esprit d'innovation, mais du côté défensif de l'échelle. À ce stade, le schéma est devenu simple. La Russie pose un problème avec une nouvelle arme, comme un missile hypersonique. Les ingénieurs de génie ukrainiens trouvent d'une manière ou d'une autre des solutions à ces problèmes, qui coûtent beaucoup moins cher à produire que les problèmes eux-mêmes, et sont souvent déployés en un temps record. Pour briser l'avantage que la Russie pense avoir, Lima n'est que le dernier exemple de cet esprit d'innovation en action. Maintenant que le système de guerre électronique a fait ses preuves contre certains des missiles les plus terrifiants que la Russie puisse offrir, on peut supposer que l'Ukraine va le faire passer à la production de masse. Actuellement, Lima n'est utilisé que par une unité ukrainienne et a déjà détruit une douzaine de Kinzhals en quelques semaines. Quel sera l'impact de cette révolution en guerre électronique? Lorsque l'Ukraine pourra le déployer à travers tout le pays, nous pourrions découvrir si notre père l'est. Bandera résonne dans les récepteurs GNS alors que la Russie envoie plus de missiles sur l'Ukraine. Le pétrole est essentiel pour la Russie et constitue l'une de ses principales sources de revenus. Il est raffiné pour fournir le carburant nécessaire à une grande partie de l'équipement utilisé par les forces russes en Ukraine. Privée de pétrole raffiné, la Russie manque de tout. Diesel pour ses chars, essence pour la population, carburant d'aviation pour ses chasseurs et lubrifiant, permettant de garder son équipement en bon état. Privée de l'argent du pétrole, la Russie ne peut même plus fabriquer l'équipement utilisant ses produits raffinés. Cette connaissance rendra les derniers jours très dévastateurs pour la Russie. Dans un double revers pour l'invasion de Vladimir Poutine, l'Ukraine a de nouveau frappé au cœur de la Russie. Mais cette fois, cela s'est produit alors que la Chine abandonne la Russie. Peut-être une bonne fois pour toutes. Nous allons commencer par la frappe de l'Ukraine. Le 11 novembre, TVP World a rapporté que l'Ukraine avait frappé la Russie avec une série d'attaques la veille au soir, toutes visant le pétrole du pays. Parmi les cibles figuraient de la raffinerie de Saratov en Russie, qui semble être devenue une cible privilégiée des drones ukrainiens, ainsi que la raffinerie Orsk Nefteorg Santez, située dans la région d'Orenbourg.
En plus de nouvelles frappes sur la capacité de raffinage pétrolier déjà affaiblie de la Russie, l'Ukraine a aussi ciblé la Crimée occupée. Elle a mené une frappe contre un terminal pétrolier ou maritime à Féodosia, que la Russie utilise pour exporter du pétrole hors du pays vers sa liste décroissante de clients. Cette déclaration montre comment la Chine s'est détournée de la Russie. Nous y reviendrons plus tard, dans la vidéo. Les 3 frappes de l'Ukraine méritent encore d'être soulignées, mais c'est celle de Saratov qui expose la Russie à plusieurs niveaux. Dans son rapport sur l'attaque de la raffinerie de Saratov, le Moscow Times rapporte que l'attaque du 11 novembre était la 5e de l'Ukraine contre cette raffinerie cet automne. Étendait la portée à 2025, Saratov a vu 7 attaques de drones ukrainiens détruire des infrastructures clés. On peut s'interroger sur l'efficacité des défenses aériennes russes face aux frappes ukrainiennes sur une raffinerie majeure. Selon le ministère russe de la Défense, ces défenses aériennes fonctionnent correctement. Au cours de ces 3 attaques nocturnes, le ministère a indiqué que ces défenses aériennes avaient détruit 37 drones ukrainiens, dont 8 dans la région de Saratov. La Russie affirme toujours cela, puis dit que les débris de drones expliquent l'incendie de ces raffineries. La Russie a cette fois évité cette excuse et a préféré ne pas reconnaître les attaques contre la raffinerie de Saratov. À la place, le gouverneur de la région, Roman Bouzagin, a affirmé que les drones ukrainiens avaient blessé un civil et brisé les vitres de plusieurs habitations. L'état-major général ukrainien raconte une toute autre histoire. Sur Telegram, l'état-major général a partagé une photographie des conséquences de sa frappe, qui semble montrer la raffinerie russe en train de brûler. Il a ajouté « Plusieurs explosions ont eu lieu, suivies d'un important incendie sur la zone ciblée. Les conséquences des frappes sont en cours de vérification. Donc, nous ne savons pas exactement combien de dégâts l'Ukraine a causé à la raffinerie de Saratov, mais nous savons que les drones du pays ont atteint leur cible. C'est une cible majeure. » L'état-major ukrainien indique que Saratov produit 20 produits pétroliers raffinés comme essence, diesel, soufre technique et gasoil sous vide. Beaucoup de ces produits servent aux besoins des occupants russes en Ukraine. Autrement dit, toute attaque contre Saratov équivaut à un affaiblissement des assauts continus de la Russie contre le territoire ukrainien. Le Kiev indépendant indique que la raffinerie de Saratov a traité 48 millions de tonnes de pétrole brut en 2023, illustrant son importance pour la Russie. Les drones ukrainiens ont également dû parcourir une distance considérable pour atteindre la raffinerie, puisqu'elle se trouve à environ 370 miles à l'est de la ligne de front de la guerre en Ukraine. Cependant, la distance n'est plus vraiment un problème pour l'Ukraine désormais. Ces drones et missiles longue portée frappent des cibles partout en Russie. Cela nous amène à la frappe ukrainienne, dans la région d'Orenbourg, peut-être plus marquante que celle contre Saratov. La raffinerie Orsk-Nefteyorg-Synthèse paraît nettement plus grande que celle de Saratov. Selon le Kiev indépendant, l'installation peut traiter jusqu'à 66 millions de tonnes de pétrole brut par an. Elle transforme aussi ce pétrole en plus de 30 produits, comme l'essence, le diesel, le carburant d'aviation, le kérosène et diverses huiles. Additionnez la capacité de la raffinerie Orsk-Nefteyorg-Synthèse à celle de Saratov. Jusqu'à 114 millions de tonnes de capacité de traitement peuvent être arrêtées en une nuit. Si l'Ukraine a causé assez de dégâts pour stopper les raffineries, c'est la 2e fois que l'Ukraine frappe la raffinerie principale d'Orenberg. Cela suggère que le pays a créé un couloir aérien sûr et reproductible vers une autre grande raffinerie. L'état-major ukrainien a aussi vite anticipé toute tentative russe de nier le succès de la frappe. Comme pour Saratov, la réussite de l'Ukraine à Orenbourg a été annoncée sur Telegram. Pour réduire le potentiel offensif de l'ennemi et compliquer l'approvisionnement en carburant et munitions des occupants. Le 11 novembre, des unités des forces de défense de l'Ukraine ont frappé les installations de la raffinerie de pétrole Orsk-Nefteyorg-Synthèse dans la région d'Orenbourg, en Fédération de Russie, indique l'annonce. Nous avons également la confirmation de ce que l'Ukraine a réussi à détruire lors de cette frappe, comme le précise l'état-major général. Des explosions et un incendie ont été enregistrés sur le territoire de l'installation. D'après les premières informations, l'une des principales unités de traitement du pétrole, l'unité de production d'aromatiques, a été touchée. Les conséquences sont en cours de clarification. Les unités de traitement transforment le pétrole brut en produits utilisables. L'état-major affirme avoir frappé l'une de ces unités à Orenbourg. Comme lors de la frappe à Saratov, il a de nouveau partagé sur Telegram une photo montrant un immense panache de fumée au-dessus de la raffinerie. L'Ukraine a rapidement frappé une partie des capacités de raffinage russes. Après avoir visé la production pétrolière nocturne, l'Ukraine cible désormais les installations d'exportation de pétrole russe.
Nous n'avons pas autant d'informations sur le port de Féodosia en Russie que sur les 2 raffineries. L'Ukraine l'a frappé dans la nuit du 11 novembre. L'état-major général de l'Ukraine a partagé ces informations dans le même message Telegram, annonçant la frappe sur Saratov. A également été touché le terminal pétrolier maritime Société, par action un centre clé pour l'approvisionnement en carburant et lubrifiant par voie maritime vers la péninsule de Crimée et les territoires temporairement occupés du sud de l'Ukraine. Comme pour Saratov, les résultats de l'assaut aérien ukrainien sont en cours d'évaluation. On estime que l'Ukraine a détruit ou endommagé plusieurs réservoirs au port de Féodosia. Il y a de fortes chances que ces réservoirs étaient remplis de produits pétroliers raffinés, très probablement du carburant, qui devait être acheminé vers l'Ukraine occupée via la mer Caspienne. Globalement, mauvaise nuit pour le pétrole russe, mais cela fait déjà quelques mois difficiles. L'Ukraine a intensifié ses frappes contre le pétrole russe ces derniers mois, car elle sait que l'or noir produit par la Russie alimente la machine de guerre de Poutine. Les 3 frappes dont nous venons de parler sont les dernières d'une série de dizaines qui ont paralysé la capacité de raffinage de la Russie et qui cherchent désormais à détruire le pétrole stocké, ainsi que les installations qui produisent le carburant russe. Dire que l'impact de ces frappes a été significatif serait un euphémisme. La Russie subit depuis quelques mois un choc pétrolier causé entièrement par l'Ukraine sur les plans économiques et militaires. Le 11 novembre, Elliot Clark de l'Institut Bloomsbury d'Intelligence et de Sécurité a décrit l'ampleur de cet impact. Clark indique que l'Ukraine a ciblé 55% des raffineries russes, provoquant une forte baisse des revenus russes issus du carburant et des produits raffinés. Pourquoi la Russie en produit-elle moins ? Beaucoup de ces raffineries sont à l'arrêt. Ce que le pays parvient encore à produire est utilisé pour servir l'armée ou sa population intérieure, ce qui laisse très peu à vendre à d'autres nations. La Russie a prolongé l'interdiction totale d'exporter de l'essence et impose une interdiction partielle sur le diesel, depuis le 30 septembre, selon le Moscow Times. Aucun des 2 ne sera vendu avant 2026 à moins que la Russie ne rétablisse sa capacité de raffinage nécessaire. Clark livre des prévisions à court, moyen et long terme pour la Russie après les frappes continues de l'Ukraine. À court terme, dit Clark, il est très probable que l'Ukraine poursuive ses frappes et que les citoyens russes devront faire face à la hausse des prix du carburant. Ce n'est pas idéal, car les prix du carburant en Russie avaient déjà augmenté de 116% entre janvier et octobre. De nouvelles hausses de prix, dues à la faiblesse de l'offre après les frappes ukrainiennes sur les raffineries, accentueront la frustration nationale. Clark précise qu'à moyen terme, gouvernements et entreprises chercheront de nouveaux fournisseurs. La Russie n'étant plus un fournisseur fiable, vendre du pétrole bon marché n'a plus vraiment de sens si elle n'a rien à offrir. Ainsi, d'autres pays adopteront ce point de vue. Voici un autre indice du coup porté par la Chine à la Russie en novembre. Les mêmes problèmes persisteront à long terme, conclut Clark. Autrement dit, si l'Ukraine continue les frappes régulières sur les raffineries et dépôts de pétrole comme depuis août, il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas. L'Ukraine produit des milliers de drones longue portée et la Russie semble manquer de défense pour les arrêter. Chatham House estime que cibler davantage le raffinage du pétrole russe est la meilleure défense de l'Ukraine contre les attaques russes sur ses infrastructures énergétiques. Le 10 novembre, le média a indiqué qu'il s'agissait de répondre à la pression russe par une pression ukrainienne. Cette pression est ressentie en Russie même. Selon Chatham House, des pénuries d'essence ont été signalées en Crimée et dans d'autres régions. Le gouvernement est sous pression pour stabiliser les prix et éviter le mécontentement et les doutes sur la guerre, selon le média. Moscou verse des subventions aux compagnies pétrolières pour compenser le détournement de la production exportée vers le marché intérieur. L'essentiel était que les frappes ukrainiennes sur le pétrole russe coûtent cher à Poutine, ce qui justifie leur poursuite. Le président russe aurait été contrarié après avoir appris ces 3 frappes ukrainiennes. Sa seule consolation pourrait être que l'Ukraine cible surtout le pétrole raffiné russe. Le pétrole brut, bien que vulnérable, reste largement disponible en Russie. Le pays peut donc encore vendre du brut à des pays capables de le raffiner en produits finis. C'est une stratégie qui a fonctionné tout au long de la guerre. Selon Interfax, la Russie a généré environ 189 milliards de dollars en 2024 grâce à l'exportation de produits pétroliers, avec 76 millions de barils vendus par jour. Malgré les sanctions occidentales, continuer sur cette voie devrait permettre à la Russie de continuer à recevoir de l'argent. Sur 76 millions de barils par jour, 35 millions allaient à l'Inde et à la Chine, note Interfax. Et c'est ici que la Chine entre en jeu.
Pour asséner le second coup majeur au pétrole russe que Poutine a dû encaisser en 24 heures, le 11 novembre, Newsweek a indiqué que Yanchang Petroleum, raffineur chinois soutenu par un gouvernement provincial, a décidé d'arrêter tous ses achats de pétrole russe. L'annonce n'est pas officielle, mais plusieurs traders anonymes proches de la raffinerie affirment que l'arrêt des achats de pétrole russe est déjà acté pour l'entreprise. United 24 Media fait suite à ce rapport en notant que Yanchang Petroleum raffine environ 348 000 barils de pétrole par jour, soit une capacité annuelle de 127 millions de barils. Sur ces barils, 26 millions constituent le quota annuel d'importation de l'entreprise. Pour la Russie, cela pourrait signifier que l'équivalent de 26 millions de barils de vente de pétrole brut vient tout simplement de disparaître dans la nature. C'est la dernière chose que Vladimir Poutine voulait entendre, alors que 2 raffineries et un port brûlent après des frappes ukrainiennes à longue portée. Pire encore, cette annonce suit des informations sur la suspension des achats de plusieurs géants pétroliers publics chinois auprès de Rosneft et Lukoil, 2 grandes compagnies russes. Nous avons déjà parlé de ces suspensions dans une vidéo séparée, regardez-la pour plus d'informations. Évidemment, il faut poser la question. Pourquoi la Chine se détourne-t-elle brusquement du pétrole russe? Si vous avez vu la vidéo citée, vous savez que la réponse tient en 2 mots. Donald Trump. Après avoir passé des mois à traiter avec Poutine, à mentir constamment sur la volonté d'obtenir un cessez-le-feu ou un accord de paix en Ukraine, pour que le président russe intensifie ensuite ses attaques contre l'Ukraine, Trump a commencé à appliquer ses menaces. L'une de ces menaces était d'imposer des sanctions plus sévères sur le pétrole russe, et les États-Unis l'ont fait le 22 octobre. C'est à ce moment-là que la British Broadcasting Corporation a rapporté que les États-Unis avaient mis en place ce que Trump a qualifié de nouvelles sanctions énormes contre les géants pétroliers russes mentionnés précédemment, Rosneft et Lukoil. Les sanctions ont fait la une, marquant la première intervention directe de l'administration Trump en 2025. Le refus de Poutine de négocier un accord de paix a exaspéré le président américain. En sanctionnant ces entreprises, Trump a aussi adressé un message clair aux acheteurs de pétrole russe, dont la Chine. Continuez à acheter à la Russie, et il y aura un enfer financier à payer. La Chine a pris en compte l'avertissement, d'où le retrait de nombreuses entreprises du pétrole russe. Comme l'a rapporté la British Broadcasting Corporation à l'époque, Donald Trump exhorte ces pays, c'est-à-dire la Chine et l'Inde, à cesser complètement d'acheter du pétrole russe, les obligeant à trouver d'autres fournisseurs, peut-être à un coût plus élevé. Mais un refus pourrait exposer la Chine et l'Inde à des sanctions américaines. La Chine refuse les sanctions secondaires. Même les gros rabais russes sur le pétrole brut ne suffisent plus à l'inciter à acheter, maintenant que Trump prend ses menaces pétrolières au sérieux. Pour revenir à la décision de Yanchang Petroleum, nous avons plus de preuves que l'entreprise s'éloigne du pétrole brut russe en raison d'un appel d'offres pour des livraisons que la société a publié. Cet appel d'offres court de décembre à mi-février et montre que l'entreprise cherche un nouveau fournisseur. La Russie fournissait autrefois beaucoup de pétrole à Yanchang, qui selon Newsweek recevait en général un chargement de brut russe par mois. Sa décision de stopper ces expéditions coûtera probablement des millions, voire des milliards à la Russie. Ce sont des décisions comme celle-ci qui vont grignoter le fonds de guerre déjà en diminution de Poutine. Comme le note la British Broadcasting Corporation, le pétrole brut russe représente près de 20% des importations d'énergie de la Chine. C'était une bonne nouvelle pour la Russie, d'une certaine manière, car Poutine pensait probablement que la Chine était devenue tellement dépendante du pétrole russe qu'elle aurait du mal à s'en passer. Cela montre que 80% des importations énergétiques de la Chine proviennent d'autres pays que la Russie, offrant à la Chine plus de choix que Poutine ne le pense. Ce qui rend la décision de Yanchang encore plus intéressante, c'est qu'elle intervient à un moment où la Russie devient de plus en plus désespérée d'attirer des acheteurs pour son pétrole brut. Le 6 novembre, Reuters a rapporté que le pétrole brut Oural de la Russie se négocie avec ses plus fortes remises par rapport au Brent depuis environ 1 an. L'écart de prix entre les 2 catégories de brut est passé à environ 4 $ par baril, contre un écart précédent de 2 $. Pensez à ce que cela représente sur les 26 millions de barils de brut importés chaque année par Yanchang. Si tous ces barils viennent de Russie, l'écart de 4 $ entre le brut Oural et le Brent permettrait d'économiser 104 millions de dollars par an. Ce n'est pas une petite somme, c'est une somme d'argent énorme que Yanchang est prêt à perdre en renonçant à ses économies. Tout cela semble venir des sanctions de Trump. Poutine espère que la Chine le soutiendra. C'est possible, car la Chine attend de voir l'évolution de ses relations avec les États-Unis avant de décider de reprendre ou non les achats de pétrole russe.
Si cette relation se détériore, les entreprises chinoises pourraient y recommencer à acheter du pétrole russe. Cependant, Donald Trump semble l'avoir pressenti. Il avait déjà brandi une importante carotte, espérant ainsi éloigner la Chine de la Russie. Environ 2 semaines avant que Yang Chang ne prenne sa décision, cette carotte, c'était les droits de douane, ou plus précisément, leur réduction. Le 30 octobre, NBC News a indiqué que Trump avait vu le président chinois Xi Jinping. Trump a qualifié la réunion de 12 sur 10 et a annoncé la baisse immédiate du tarif sur le fentanyl chinois de 20% à 10% aux États-Unis. D'autres tarifs restent en vigueur, mais comme le note NBC, il est clair ce que fait Trump ici. Les États-Unis utilisent la promesse de baisser ou supprimer les tarifs pour inciter la Chine à agir. La Chine accorde-t-elle plus de valeur au pétrole russe bon marché ou à une relation commerciale plus facile avec les États-Unis ? Si l'on en croit le fait que des entreprises chinoises ont arrêté d'acheter du pétrole brut russe, il semble que la Chine préfère prendre des mesures pour éliminer les tarifs douaniers. Cela pourrait achever Poutine et son invasion de l'Ukraine. Si les États-Unis baissent encore les tarifs, ils récompensent la Chine pour ce que Trump juge un bon comportement. Dans ce processus, la Russie perdra des milliards de dollars par an. Le pétrole brut que la Russie peine à raffiner à cause des frappes ukrainiennes ne sera même pas vendable, accentuant la pression sur Poutine. C'est officiel, les défenses aériennes de la Russie échouent. Ces derniers mois, les frappes quasi continues de drones et missiles ukrainiens se sont multipliées. Ces attaques ne se produisent pas uniquement dans les territoires occupés ou près de la frontière. L'Ukraine fait exploser des cibles partout en Russie, presque chaque nuit. Le Kremlin semble pouvoir faire très peu de choses à ce sujet. Pourquoi ? Tout cela tient à une faiblesse fatale, ayant laissé des millions de kilomètres carrés russes exposés aux attaques ukrainiennes. Vladimir Poutine et la direction russe n'auraient jamais imaginé en arriver là. Au début de la guerre, en février 2022, le Kremlin pensait obtenir une victoire rapide et facile. La plupart du monde partageait cet avis, et même les analystes occidentaux optimistes prévoyaient que l'Ukraine peinerait à résister, même dans les meilleurs scénarios hypothétiques. On s'attendait à ce que les forces de Kiev parviennent à s'enterrer et à défendre leurs lignes, retenant la puissante machine de guerre russe suffisamment longtemps pour éventuellement négocier une sorte d'accord de paix. Presque personne ne l'avait prévu. 3 ans après l'invasion, les forces ukrainiennes feraient régulièrement exploser des pipelines russes, des dépôts de carburant et des raffineries de pétrole avec une précision experte et une efficacité redoutable. Mais l'Ukraine a impressionné le monde, défié tous les pronostics, et se trouve aujourd'hui dans la position la plus forte qu'elle ait connue depuis des années. Rien qu'en 2025, selon les chiffres du service de sécurité ukrainien, l'Ukraine a mené près de 160 frappes réussies contre des installations russes d'extraction et de raffinage du pétrole. Cela a été révélé par le chef du service de sécurité ukrainien, Vassil Maliuk, lors d'une conférence de presse à Kiev le 31 octobre. Maliuk a précisé que 20 de ces attaques avaient eu lieu rien qu'en septembre et octobre, y compris des frappes contre 6 grandes raffineries de pétrole, 2 terminaux, 3 dépôts de carburant et 9 stations de pompage. Ce sont des cibles militaires légitimes. L'extraction et le raffinage du pétrole représentaient environ 90% du budget de la défense de la Russie. Ce sont ces sales pétro-roubles qui financent la guerre contre nous. Comme le note Maliuk, les raffineries de pétrole et les dépôts de carburant sont des cibles totalement justifiées et logiques pour Kiev. Car ils sont essentiels au maintien de la machine de guerre du Kremlin et au soutien de l'économie nationale. C'est uniquement grâce à sa vaste industrie pétrolière que la Russie a pu financer la guerre aussi longtemps. Même si les oléoducs et stations de pompage ne semblent pas aussi stratégiques que les usines de bombes ou aérodromes, ils comptent parmi les infrastructures militaires les plus précieuses et vitales de la Russie. Et l'Ukraine fait un travail extraordinaire pour les rayer de la carte. Des dizaines de ces éléments essentiels de l'industrie pétrolière et énergétique russe ont été réduits en miettes et incendiés par les essaims de drones tactiques et les missiles de précision de Kiev. Et les conséquences ont été catastrophiques du point de vue de la Russie, le pays sombrant dans une crise énergétique sans précédent. Comme le note Maliuk, les pénuries de carburant en Russie ont grimpé jusqu'à 20%, tandis que 37% de sa capacité de raffinage du pétrole a été réduite. Des pénuries de carburant touchent au moins 50% des régions russes. Moscou a donc interdit les exportations d'essence jusqu'à fin 2025. Des centaines de stations-service russes ont également été contraintes de cesser leurs activités en raison des pénuries. D'autres
ont limité strictement la quantité et le type de carburant acheté par les clients. Des millions de citoyens russes perdent leur carburant plus cher qu'ils ne l'ont fait depuis des années, et beaucoup peinent également à en trouver en quantité suffisante. Souvent, ils sont obligés de faire la queue pendant des heures, simplement pour faire le plein de leur véhicule, afin de pouvoir se rendre au travail et rentrer chez eux chaque jour. Et les grèves ne montrent aucun signe d'arrêt prochainement. Le même jour où Maliouk s'est exprimé à Kiev, des informations ont rapporté une attaque contre l'un des principaux oléoducs militaires russes dans la région de Moscou. La direction principale du renseignement ukrainien, a publié un rapport détaillé de l'attaque sur Telegram. Le 31 octobre 2025, à la suite d'une opération spéciale menée par le ministère ukrainien de la Défense, une installation militaire très importante de l'État agresseur russe a été mise hors service. L'oléoduc Koltsevoï, qui fournissait à l'armée d'occupation russe les ressources nécessaires pour mener une guerre génocidaire contre le peuple ukrainien. Le Koltsevoï, ou oléoduc en anneau, mesure environ 400 km, soit près de 250 miles. C'est une bouée de sauvetage inestimable pour les forces armées russes, assurant un approvisionnement constant et régulier en carburant pour la machine de guerre russe. À pleine capacité, il peut pomper jusqu'à 3 millions de tonnes de kérosène, 28 millions de tonnes de diesel et 16 millions de tonnes d'essence. Tout cela provient des principales raffineries autour des grandes villes russes, comme Moscou, Nijni Novgorod et Ariaza. Selon le rapport du direction principale du renseignement ukrainien, les 3 principaux oléoducs du système ont été détruits près du secteur de Romensky, à une courte distance au sud-est de Moscou. Le direction principale du renseignement ukrainien a aussi mis en avant un autre point important sur cette attaque. Le filet anti-drone et la protection de l'installation ennemie par des gardes paramilitaires n'ont pas aidé. Les 3 conduites utilisées par l'agresseur pour transporter essence, diesel et carburant d'aviation ont explosé simultanément avec succès. L'oléoduc de produits pétroliers a été mis hors service. Selon l'agence, la Russie aurait installé des défenses anti-drones pour protéger l'oléoduc, en plus des gardes paramilitaires stationnés dans la région, qui étaient vraisemblablement chargés de surveiller le ciel et d'abattre tout drone ennemi se dirigeant vers eux. En résumé, la zone disposait au moins d'un certain niveau de capacité de défense aérienne. Pourtant, elles ont échoué. Et cela a été un thème persistant et récurrent au cours des dernières semaines et des derniers mois, dans de nombreux autres rapports faisant état de frappes ukrainiennes réussies contre les infrastructures russes. Encore et encore. La Russie a renforcé la défense de ses principaux actifs pour les protéger des attaques de drones et de missiles ukrainiens. Mais de plus en plus souvent, ces défenses se sont avérées aussi inefficaces que des couteaux émoussés et des béliers factices. Il est également important de noter que l'Ukraine n'est pas la Russie. La Russie déploie régulièrement d'énormes essaims de drones, battant des records au-delà de la frontière et dans les villes et villages ukrainiens. Une attaque au début du mois de septembre a impliqué environ 805 drones au total. Par exemple, les commandants du Kremlin n'hésitant pas non plus à lancer d'énormes quantités de missiles sur leur ennemi. De nombreux essaims de drones sont poursuivis par une douzaine de missiles ou plus. L'Ukraine n'opère pas de cette manière. Elle n'a pas les moyens, ni les ressources, pour déployer des drones et d'autres armes en de telles quantités. Même sa plus grande et la plus emblématique attaque sur le sol russe, l'opération Toile d'araignée, qui a eu lieu en juin dernier, n'a impliqué que 117 drones au total. Il ne s'agit donc pas pour l'Ukraine de suivre la stratégie russe et de saturer les défenses aériennes ennemies par des démonstrations massives de force. Ces attaques sont beaucoup moins intenses, en termes de quantité, mais elles infligent tout de même régulièrement d'énormes dégâts, laissant à la Russie des infrastructures détruites et en feu pour des milliards de dollars. D'une manière ou d'une autre, même avec des forces plus réduites et des ressources limitées, les attaques de l'Ukraine parviennent à contourner les systèmes de défense de l'adversaire. Vladimir Poutine et ses proches du Kremlin les ont souvent présentés comme parmi les meilleurs au monde. Si cela n'arrivait que de temps en temps, on pourrait simplement l'attribuer à la chance. Mais cela arrive tout le temps, partout en Russie. Quelques jours avant l'attaque du gazoduc, des drones ukrainiens ont survolé plusieurs territoires russes et grandes villes, dont Moscou. Bien qu'il n'y ait pas eu de rapport de dégâts majeurs au cœur du Kremlin, le simple fait que les drones ukrainiens aient pu aller aussi loin était stupéfiant pour plusieurs raisons. Premièrement, Moscou se trouve à environ 300 miles de la frontière ukrainienne. En théorie, des drones ordinaires ne devraient pas pouvoir parcourir une telle distance sur autant de territoires russes, sans être repérés et neutralisés avant même de s'approcher de la capitale.
Deuxièmement, en tant que ville la plus riche, la plus grande et la plus importante de Russie, siège du gouvernement et de la haute société. Moscou devrait disposer de certaines des meilleures défenses aériennes au monde. Elle devrait être capable de se défendre, même contre certaines des meilleures équipes et missiles balistiques. Et elle devrait neutraliser aisément plusieurs dizaines de drones bon marché. Au lieu de cela, une photo célèbre est rapidement devenue virale après l'incident, montrant l'un des systèmes de défense aérienne mobile de la Russie, en train de protéger le Kremlin. L'équipe en question était composée de seulement 2 soldats, et d'une tourelle de mitrailleuses installée à l'arrière d'un simple pick-up. À l'arrière-plan de l'image, on aperçoit les célèbres murs du Kremlin de Moscou, le cœur battant de la Russie elle-même. C'était un symbole fascinant de la déchéance du pays, ainsi que la représentation picturale parfaite de la faille fatale dans les défenses aériennes de la Russie. Il n'y en a tout simplement pas assez aux endroits les plus stratégiques. Les commandants ont concentré la plupart de leurs moyens de défense sur les territoires occupés d'Ukraine et les régions frontalières, créant de grandes brèches et des zones peu défendues à l'intérieur du territoire. Comme le rappelle Georges Barros, chef des équipes Russie et renseignement géospatial à l'Institut pour l'étude de la guerre, Institute for the Study of War. Une fois que vous dépassez cette première couche autour du théâtre en Ukraine, le reste de la Russie présente des failles et des vulnérabilités. Sacha Bruckmann, analyste militaire à l'International Institute for Strategic Studies à Londres, approuve et précise que les attaques ukrainiennes ont épuisé les stocks de défense aérienne russes, plaçant le Kremlin dans une position plus faible et précaire. La Russie ayant perdu de nombreux systèmes de défense aérienne ces 2 dernières années, il est donc probable que des failles existent, permettant des attaques réussies. Il existe plusieurs facteurs possibles expliquant la couverture incohérente de la défense aérienne de la Russie. Le premier, comme le note Bruckmann, est tout simplement le fait que l'Ukraine a réussi à détruire un grand nombre de ces systèmes depuis le début de la guerre. En 2024 et 2025, l'Ukraine a maîtrisé la guerre par drone et mené des attaques plus fréquentes et dévastatrices contre les actifs russes. À plusieurs reprises, les systèmes de défense aérienne avancés du Kremlin, tels que les S-300, S-400 et le nouveau S-500 ont été détruits, ainsi que de puissants systèmes radars qui transmettent des données à ces systèmes pour les aider à identifier et intercepter les cibles entrantes. Nombre de ces systèmes coûtent des millions à fabriquer. Donc lorsque l'Ukraine parvient à endommager ou à détruire l'un d'eux, ce n'est pas une mince affaire pour la Russie de simplement en construire un de remplacement. Surtout en ce moment, alors que l'économie du pays est dans un état aussi catastrophique. Le Kremlin doit gérer ses fonds avec une certaine prudence. Et il a largement préféré concentrer ses efforts sur la construction de plus de drones, de missiles et d'autres équipements offensifs, au détriment évident de ses défenses. La deuxième raison derrière les problèmes actuels de la Russie est assez simple. La Russie est gigantesque. C'est le plus grand pays de la planète, s'étendant sur 11 fuseaux horaires impressionnants et couvrant plus de 66 millions de miles carrés, soit 17 millions de kilomètres carrés. Elle est divisée en dizaines de régions, de républiques et de territoires, avec des centaines de villes abritant de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions d'habitants, ainsi qu'innombrables petites villes, villages et hameaux. Malgré sa puissante économie d'avant-guerre et son rang de deuxième force militaire mondiale selon Firepower, la Russie ne peut tout simplement pas défendre tous ses endroits, ses lieux et toute sa population en même temps. Même les petits pays ont des angles morts dans leur défense. Et il faudrait une quantité incalculable de systèmes de défense, de radars et d'intercepteurs pour couvrir l'ensemble des vastes terres de la Russie. Cela ne peut fonctionner qu'avec un nombre limité de moyens à disposition, et l'Ukraine réduit ce nombre grâce à ses frappes de précision constante. Chaque fois que la Russie perd une batterie de missiles, une station radar ou une plateforme de lancement d'intercepteurs, elle devient un peu plus faible, et les failles dans ses défenses aériennes s'élargissent un peu plus, ouvrant la voie à encore plus d'attaques ukrainiennes. Pendant ce temps, la Russie s'efforce tant bien que mal de combler les failles. C'est ainsi que l'on se retrouve avec des situations où des paires de soldats armés de mitrailleuses sont chargés de garder les bâtiments gouvernementaux de Moscou et ses monuments culturels les plus célèbres, par exemple. C'est aussi pourquoi Vladimir Poutine a signé de nouvelles lois, autorisant la Russie à mobiliser ses réserves pour protéger les infrastructures régionales contre les attaques de drones. Le pays traverse une situation critique. Ne comptant pas sur des systèmes de défense aérienne de pointe ou des missiles intercepteurs supersoniques pour défendre son territoire, mais sur des groupes de soldats armés de fusils Kalachnikov,
pour tenter de garder son ciel dégagé des drones ennemis. La troisième et dernière raison derrière la situation de plus en plus faible et précaire de la défense aérienne de la Russie se résume en 2 mots simples, arrogance et incompétence. Depuis le début de cette guerre, la Russie a fait preuve d'une quantité stupéfiante des deux. Son arrogance s'est manifestée dès les premiers jours de l'invasion, lorsque de nombreux premiers soldats russes, qui ont franchi la frontière, ont reçu l'ordre d'emporter avec eux des uniformes de parade, car leur commandant s'attendait à défiler dans les rues de Kiev en quelques jours. L'incompétence, elle aussi, n'a pas tardé à se manifester. Par exemple, la Russie a mal employé sa force aérienne, et n'a pas obtenu la supériorité sur l'Ukraine, malgré des avions plus avancés, et une supériorité nette. Ou lorsque ces chars sophistiqués ont commencé à rouler sur des mines, ou à se faire piéger dans des couloirs urbains par des groupes de civils. De toute évidence, la Russie pensait qu'elle était bien trop puissante pour perdre la guerre. Elle pensait franchir facilement toutes les défenses que l'Ukraine établirait. Hisser le drapeau russe sur Kiev, s'emparer du Donbass et des régions voisines sans grande difficulté, puis célébrer une victoire totale sur l'adversaire. Il est donc logique que les commandants du Kremlin ne se soient probablement pas trop inquiétés de la perspective d'attaques de drones ou de missiles ukrainiens sur leur propre territoire. Ils n'ont probablement même jamais envisagé une telle idée, car cela aurait semblé totalement absurde à presque tout le monde à l'époque. Au lieu de se soucier de renforcer et positionner parfaitement ses défenses aériennes dans toutes ces régions et républiques, la Russie s'est surtout concentrée sur ses offensives, envoyant chars et blindés et brigades mécanisées au-delà des frontières, dans un assaut implacable, cherchant uniquement pouvoir et territoire. Sans jamais s'arrêter pour réfléchir ou se demander ce qui pourrait arriver si et quand son adversaire décidait de riposter. Maintenant, elle en paie le prix. L'Ukraine connaît parfaitement les failles dans les défenses aériennes russes. Elle en a créé ou élargi beaucoup elle-même, et elle les exploite de plus en plus régulièrement. Et même si toutes les attaques ne sont pas un immense succès, certaines ont infligé à la Russie des dégâts vraiment dévastateurs à gérer. En avril, un drone ukrainien chargé d'explosifs a frappé une usine de drones Shahed en Russie, dans la République du Tatarstan, à plus de 1000 km de la frontière ukrainienne. Avant la guerre, l'idée qu'un drone ennemi puisse pénétrer aussi loin en Russie et attaquer une infrastructure militaire aussi stratégique était impensable. Aujourd'hui, c'est juste la nouvelle réalité russe. Alors que la couverture radar à longue portée du pays est devenue de plus en plus lacunaire, et que sa capacité à intercepter même des cibles lentes comme les drones y avait honteusement limitée. La situation à Moscou et dans ses environs est légèrement différente, car les commandants russes ont au moins orchestré plusieurs couches de radars et de systèmes de missiles en cercle autour de la capitale du pays. Selon Oleksiy, commandant adjoint ukrainien, chargé des unités de défense aérienne au nord de Kiev, les défenses aériennes russes sont fortement concentrées autour de Moscou. Nos drones ont du mal à atteindre le centre-ville. L'attaque de fin octobre a prouvé qu'au moins certains drones ukrainiens parviennent à pénétrer l'espace aérien de Moscou. En dehors de la capitale, la plupart des grandes villes russes sont moins protégées, et les petites villes restent presque sans défense contre une attaque aérienne, même limitée. Il ne reste plus qu'un dernier obstacle à surmonter pour l'Ukraine. En dépit de toutes les failles et des défauts fatals dans la défense aérienne de la Russie, Kiev manque encore de toute la puissance de feu nécessaire pour en profiter pleinement. Les forces armées ukrainiennes ont déjà obtenu un grand succès grâce à leurs frappes de drones et de missiles. Ils cherchent sans cesse de nouvelles cibles ennemies et planifient leurs prochaines frappes en profondeur. Ils font également tout leur possible pour renforcer leur arsenal de drones et améliorer leur système de missiles. Ils ont récemment dévoilé des ajouts passionnants, comme le très vanté missile Long Neptune, ainsi que le Flamingo avec sa portée impressionnante, allant jusqu'à 1900 miles, soit 3000 km. Le missile balistique Sapsan, premier de ce type fabriqué en Ukraine. Malheureusement, bien que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ait confirmé que ce type d'arme a été testé et devrait bientôt être produit en série, elles ne sont toujours pas vraiment prêtes ou disponibles en quantité suffisante pour frapper la Russie, là où ça fait le plus mal, de façon régulière et répétée. Au lieu de cela, si l'Ukraine veut vraiment infliger un maximum de dégâts à son ennemi, elle va avoir besoin de plus d'aide de la part de ses alliés à travers le monde. Heureusement, l'aide est en route. D'autres missiles Storm Shadow sont récemment arrivés à Kiev en provenance du Royaume-Uni. Et l'Ukraine fait pression pour que l'Allemagne donne son accord à l'envoi de ces missiles Taurus à longue portée afin de soutenir les forces armées.
Elle négocie aussi avec l'administration Trump aux États-Unis pour obtenir des missiles Tomahawk ou d'autres armes longue portée. Cela permettrait d'ouvrir toute une série de nouvelles cibles à travers les différentes régions de la Russie. Si et quand l'Ukraine pourra mettre la main sur ce type de missile ou en fabriquer davantage elle-même, rien ne pourra l'arrêter. Découvrez comment l'Ukraine est en train de renverser le cours de la guerre dans cette vidéo, qui montre comment Poutine a vécu l'un de ses pires mois en octobre, avec des pertes massives et seulement des gains très marginaux sur le terrain, ou par exemple, une attaque de drones ukrainiens ravageant les infrastructures russes. Regardez cette vidéo sur une frappe récente visant des dépôts de pétrole, des bases de carburant et des trains en Crimée occupés. Assurez-vous également de vous abonner à notre chaîne de confiance pour plus d'actualités de dernière minute, de mises à jour et d'analyses approfondies sur l'évolution de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, et sur ce qui pourrait se passer ensuite.